Alors, le concept du chiasme a ses vertus selon nous. Si on travaille dans l'avenir assez, c'est de réunir toute la théorie, disons, des virtualités, les lignes virtuelles, prolongements, et la théorie du nœud, disons pour simplifier, S barré, le nœud et le dénouement. La drame même est son dénouement, le symptôme, le point de caption, l'événement, même tant qu'à faire, c'est ce qui apparaît comme phénomène, le phénomène. Et pourquoi pas la voix qui s'articule selon les règles insoupçonnées de la double articulation, d'où la duplicité du qui, qu'on appelle la chose en question, soit qu'on est dans le su, soit qu'on est dans l'insu de la chose de, au sens génitif, double génitif, c'est de l'être barré, et ce n'est plus de l'être, c'est de l'étant, là, et c'est encore de l'être. Donc, chiasme a ses vertus de compliquer le contraire, au sens du sens et du non-sens, jusqu'au sens de dénouement, à son dénouement. C'est donc intimement lié à la philosophie de l'être et de l'événementialité, je dirais. Autrement, une autre versant, c'est chiasme, disons le point chiasmatique, c'est aussi le moment d'indécision, là où on est perplexe. C'est la perplexité même, et qui s'avère d'être une perspicacité. C'est ça, le dénouement, en tout cas, de mes séries de discours, qui est la plus difficile, c'est la dernière, c'est-à-dire réunir ce concept perspective. Perplexe, perplexité et perspicacité. C'est-à-dire une certaine acuité d'esprit, une profondeur. C'est ça, les vertus du chiasme. D'abord, ne présuppose pas deux contraires. Ça ne relève pas, d'une duplicité, mais d'une multiplicité des points et des lignes, multiples virtualités. Donc, le chiasme même peut rester, bien sûr, virtuel, ou bien projeté comme virtuel, et peut en jouer comme un passé qui n'a jamais eu lieu, qui n'aura peut-être jamais, donc un certain, disons, symptôme, là où l'être est toujours un certain lieu sans avoir lieu, atopos, un être qui n'a pas de lieu et qui n'aura pas de lieu. C'est ça un peu la trace méontologique.
je dirais même, c'est le concept chiasme, non pas le concept chiasme, mais le chiasme même, c'est le concept. Sans présupposer un sujet qui conçoit, pas nécessairement, parce que le chiasme est plus large, disons, étendu, et chiasme a ses griffes, mais on ne peut pas griffer comme des griffes, pas toujours. On demeure dans le chiasme, on s'y séjourne dans sa dramaturgie et dans son dénouement. C'est l'être même, c'est l'être là, être là. Voilà, tant que je peux faire développer, réunir à plusieurs suites de discours. Et ce qui en reste, c'est déclinaison. Parce que je prononce le mot de double articulation et la voix se décline. Et ce qui se singularise dans un discours par un langage que j'étais l'interprète d'une langue pour moi qui m'était inconnue. Donc pour chacun de nous, selon cette légende de langue maternelle, il y aura une langue qui sera nôtre, mais c'est aussi faux. Toute langue, tout rapport à la langue à partir de la parole vive ou écrite, c'est un rapport à une langue étrangère. Donc on décline, on conjugue, on se conjugue. C'est ça le chiasme, c'est le nid du chiasme dans la parole, donc dans l'essence de l'individualité. C'est ça que je voulais dire. Et ce matin très tôt, j'ai noté ce qui manquait dans mes discours pour un renouement. Donc un éclair du petit matin, c'était le chiasme. Donc je répète, il y a un rapport à la déclinaison qu'on peut facilement interpréter comme conjonction, et dans la disjonction, il faut l'ajouter, parce qu'il s'agit pas de n'importe quel point, mais un point chiasmatique. Donc il devrait y avoir une disjonction, autrement dit, des contraires, des oppositions diversifiées. Le lieu même du divers, au sens, disons, kantien, selon les interprétations, c'est-à-dire manifeste, le divers, avant tout à perception transcendantale, disons, avant tout intuitionnelle, donc avant toute phénoménisation, il devait y avoir l'apparaître de l'apparence ou l'apparaître de l'apparaître, dans le lieu, le nid serait le chiasme, qui permettent à toutes sortes de conjugaisons, à toutes sortes de, disons, Abstandungen et à des aspectivismes, je dirais. Chiasme peut vous présenter un théâtre italien au sens de représentation au sens classique, mais chiasme a ses vertus, si on tourne, si vous voulez, autour, ou bien si on se promène à l'intérieur du chiasme, vous obtiendrez de plusieurs Abstandungen que j'appellerais aspectivisme au sens pictural que j'interprète il y a quelques mois, à partir de Jean-Joseph Roux. Voilà. C'est un concept très riche qui nie pas du tout l'ontologie fondamentale heideggerienne, mais qui le complique, à mon avis, avec
philosophie de l'événement qui est développée par Gilles Deleuze, il faut le dire clairement, donc y compris toutes les histoires de répétition et de différence se jouent soit dans cette lettre de qui, soit dans cette lettre de zeta, est entourée par un cercle et ça va donner lieu à partir de, disons, projet à des formalisations incroyables et très dynamiques qui a donné lieu pendant la rédaction de mon roman L'histoire de substance, l'histoire de Guattari, à des formulations très dynamiques, intéressantes, d'où viennent ces images encore schématiques, des schèmes imagés d'une certaine sablier entouré par un cercle qui peut tourner. Voilà, c'est une image qui peut être considérée comme primitive, sablière, figure du sablier, mais il s'agit fondamentalement du temps, une formalisation du temps, et y compris, bien sûr, comprenant cette aporie d'un carré convexe qui nous traverse, c'est ça. Donc, chiasme n'est pas quelque chose là devant nous, mais ce qui nous traverse de part en part dans une spatio-temporalité, donc c'est intimement lié à notre temporation. Donc, c'est à partir de là qu'il faut continuer en termes de temporation et des arrêts, distance, disons, perpétuité, successivité et simultanéité et la diachronie. C'est pour ça que je me disais, avant-dernier récemment, j'ai deux idées simultanées ou successives, quelle différence? Voilà, c'est une ébauche de réponse à cela aussi. Merci. Disons, les mots-clés, pour ne pas dire les petits renards qui tournent dans ma tête, qui essaient de rattraper leur cœur, qui tournent en rond. Alors les mots-clés, maintenant, réversibilité, après le chiasme, qui était proposé comme une certaine explication raffinée du concept de retournement de contraire et vice-versa, l'unité de contraire est peut-être assez dit sur le contraire. Retournement et réversibilité peut être repensé sous l'égide des anagrammes comme effigie des stèles mortuaires qui étaient déjà traitées, moi y compris, Baudrillard, Stravinsky et les autres, et surtout dans la sémiologie, je dois approfondir, qui devient une certaine ouverture vers la métaphysique dans sa compréhension. Moi, je dois stoïque parce que le moment romain tardif, stèle mortuaire et les anagrammes, finalement des belles gestes, n'est-ce pas? Le vers choisi, meilleur, exquise. Donc, poétique est renvoyant d'une part à la vie autobiographique de la personne décédée, au concept de la mort, finitude, et
laissant bien sûr une trace méontologique sur la pierre tombale, est analysée par nos tardifs linguistes sociologues sous le concept généralisé d'anagramme et que, je répète, qui peut se résumer sous ce concept de réversibilité et qui nous touche au cœur, au sens où notre questionnement de réversibilité de contraire, unité de contraire. Toujours de contraire, contrarier le ciel, la terre, mortel, immortel. Cette Gewirth heideggerien qui était interprétée d'abord par Merleau-Ponty, ensuite dans mon dernier enregistrement sous le titre de chiasme. Donc, comportera une certaine je dirais perspicacité, perplexité, d'une indécision, même un moment de tout le monde dans la décision, là où le sujet, disons, l'esprit en chair, en os, se rencontre, bien sûr, avec grande haute, pas encore avec l'infini, mais qui se constitue dans un positionnement comme contraire et qui le moment qui lui fait sentir indécis, c'est son revirement à la fois et son état, cette possibilité de réversibilité. Décision explicitée ainsi, ajoutons que par Kierkegaard, la décision était nommée comme moment de folie. Donc ce moment extrême que nous évacuons, que nous évitons le plus souvent, et nous restons dans nos positionnements, dans nos décisions prises, et libre arbitre, etc. Donc c'est ça l'état humain que je voudrais mettre en, disons, connexion, pour ne pas dire connotation, avec nos conceptions de qualité et de quantité. Et suivant un certain cours de l'histoire, cours de la vie, autographie, la temporalité et la flèche du temps, nous considérons plutôt les choses foncièrement qualitatives de manière quantitative. Nous quantifions la chose et nous obtenons un moment de progrès qui n'est pas réversible par définition. Le temps est irréversible, n'est-ce pas? Il y a des successions et des permanences, mais il n'y a pas, c'est pas prévu par la physique newtonienne une réversibilité. C'est ça. Le cœur de la question. Alors, au moment où, donc, le moment où nous réussissons de distinguer la quantité de la qualité, et
nous faisons une abstraction de toute quantité, donc remplissage remplissage du sens du vécu. Nous obtenons des formalités, pourquoi pas en chaîne, en série, et nous les appelons le progrès, le cours de la vie, qui finalement reviendrait à la mort, bien sûr. Mais, comme le concept du capital mort, qui est de l'autre systématiquement de qualité, pardon, quantité, nous songeons que c'est capitalisable, comptable au-delà de nos espérances de vie finies. Qualitativement finies, c'est autre chose aussi. Les qualités au-delà de nos vies quantitativement limitées, cette perdurance, cette espérance, etc. Ça, il faut voir aussi les simples écrits poétiques des anagrammes qu'on appelle, qu'on analyse sous le titre de réversibilité, qui connote quand même l'infini, n'est-ce pas? L'infini, c'est-à-dire une vie humaine, tant mieux, bien que mal, etc., tant mieux que mal, est vu du côté de l'infini. Ce sont des morts oraison funèbre qui connotent toujours l'infini, qui renvoie soit directement, soit indirectement à Dieu, à l'autrui, à l'immortalité de l'âme. C'est ça. Das wird aussi le chiasme, sujet raturé. Qu'est-ce qu'il rature? Tout d'abord, n'est-ce pas, il faut demander, il rature ses propres qualités, non pas seulement, uniquement les qualités qu'il possède, mais toutes les qualités qu'il le traverse, qui trouve une résidence, un séjour, comme je dirais l'hypostase. L'idée circonstancielle m'est venue par le jeu d'enfants dont l'aîné lui faisait calculer chaque pas qu'il descende et qu'il remonte, et il dénommait chaque pas avec un chiffre. Il donnait donc des noms à des escaliers, mais c'est vice-versa, en renversant le mouvement, montée et descente. On n'a pas encore parlé d'escalier de Jacob. Et le petit, répétant le mouvement calculé selon ses pas, toutes tous les pas des escaliers ayant un nombre pour lui, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 11, et qui revient toujours
aux zéros par terre. Et il lui demandait à son aîné, à son frère aîné, mais ce premier pas n'était pas un. Alors son aîné lui fait commencer toujours le même mouvement. Mais dans chaque aller-retour à la montée et descendre, la dénomination de bas des étages changeait. C'est ça qui choquait l'enfant. Alors que son aîné, en connaissance bien des mathématiques, sans savoir, à son insu, il essaie d'apprendre à son petite sœur compter de manière abstraite les mesures, les grandeurs comparables, mais sans qu'il y ait une comparaison, sans qu'il y ait un haut et bas des étages. Vous voyez, à peu près c'est ça. Abstraire toute qualité et compter uniquement les pas et sans donner de nom à chaque sol qualitativement, disons, concret sur le pied de l'enfant. Ce petit problème que nous aurons résoudre apparemment sans penser, par un certain apprentissage de mathématiques dans une civilisation qui a su séparer les quantités de qualité, la réversibilité et l'interprétation de l'inversibilité et de unidirectionnalité et du progrès et le sens d'humeur est complètement, disons, brouillé qui a changé du sens. C'est la moindre chose que je peux noter pour le moment. Il y a un dicton, non, un décret qui vole comme un dicton à l'intérieur du disciple monolithique qui se veut monolithique. Je veux dire d'abord en turc, iştihat yolları kapalıdır. Les voies d'interprétation est fermée. Bouclée. C'est nous que nous avons décrété que bouclé est le corpus, non pas n'importe quelle interprétation, corpus surveillé et archival des interprétations sont bouclées en ce qui concerne, bien sûr, la fin et le commencement et la bataille pour fonder une religion, un ordre social, soi-disant cosmologique, que nous appellerons la religion. Ce dicton vient, bien sûr, de l'islam, mais c'est valable, bien sûr, pour chaque forme de religiosité établie, historiquement établie. Donc, l'autre question, c'était la révélation continue ou pas. Révélation, prenons ça comme la volonté impénétrable de Dieu, comme question posée à Descartes, qui dit oui, si, ça continue, mais c'est toujours de la même façon.
afin que les préceptes physiques, causalité, fonction, comme on veut et comme on s'est habitué. C'est ça la question de révélation liée à l'interprétation. Bon, je ne reviendrai pas à cette comédie cartésienne très intelligente, bien sûr. Si, ça continue, mais c'est toujours de la même façon. Donc, je me déclare comme tout le monde en ce qui concerne une langue, l'interprète. Ce n'est rien de nouveau, mais j'avais écrit à un moment donné langage comme l'apostrophe engagé, l'engagé. L'engagé que je suis peut-être comme tout le monde, tout individuum qui s'absure, au fond, n'est qu'une otage au sens d'être pris dans son positionnement, et d'où vient l'engagé aussi. L'engagé, l'apostrophe engagé, et non pas enragé, intimement lié au langage, donc un corpus encore des interprètes et de fonctions signifiantes désignifiées. J'avais un moment donné, enfin pour exercice de pensée, j'avais déclaré que signifié transcendantal, c'est moi, et pour ne pas dire c'est le moi. Le moi restitué encore dans ses pouvoirs d'interprétation, dans son état abyssal, comme individu qui proclame ou qui s'émancipe pour ne pas dire un moins fi, comme écrivait Lacan, pour en arriver à l'exemple de chaque individu, à la merci de souverain ou suzerain, un vassal, pour ne pas dire un moyen parmi nous, restitue à ses pouvoirs en absence, je dirais, un creux qui constitue l'essence de toute souveraineté et du pouvoir, prise de pouvoir. C'est quoi? C'est de ne pas avoir le pouvoir, y compris, bien sûr, comme affect, peut-être d'un jour à lendemain, le pouvoir. Donc, ce qui constitue le pouvoir, c'est le manque de pouvoir, et ce qui constitue aussi l'individu, le sujet, c'est le manque, disait-il, Lacan, autrement, comme une réponse, comme une interprétation, disons, pour simplifier les choses, de la philosophie autrement mise en scène dans les séminaires, dans les écrits lacaniens. Une certaine déconstruction de la philosophie, pourquoi pas? Et Derrida disait, par rapport à ce qu'il a fait sous le titre de déconstruction, il ne s'agit absolument pas d'une psychanalyse de la philosophie, soit. Alors,
métonomisation continue et recherche pourquoi de la différence au lieu d'une répétition de l'identique sous le fait, disons, et l'idée aussi de devenir, ne serait-ce que sous le titre de Héraclite ou Nietzsche, aura posé une question comme ceci. Puisqu'il y a un devenir, on ne peut pas empêcher le devenir, ni au pire. Donc, il faut parler, chercher, encadrer la différence. C'est ça, la recherche de la différence, tout en acceptant la réitération, donc le devenir se produit dans la répétition. Donc, pourquoi chercher la différence? Pourquoi chercher la différence dans l'interprétation? Disons, l'interprétation, c'est encore de l'autre répétition. Finalement, un renvoi à une référence plus ou moins exacte et concerne intimement le devenir de langage, tout en étant engagé, moi je dis au sens d'être prise en otage, positionné dans un positionnement, c'est ça, avoir cette ère de libre arbitre et de se sentir, tout en étant bien sûr souverain ou l'individu, d'être accusé au sens grammatical du terme, l'accusatif, y compris bien sûr les autres états datifs, génitif double, actif-passif, et qui devient à un moment donné une interprétation, disons générale, et non pas au sens restreint, indécidable au sens de génitif actif-passif, d'où vient l'essence de la souveraineté, sauf cette hypothèse de prise de pouvoir ou de soumission des manques des mots phi. Phi, ça peut être la lettre grecque phi, ça peut venir de philosophie, philène, ou de phallus au sens lacanien, pour signifier d'abord le manque. C'est ça l'histoire racontée dans notre époque autrement, l'histoire interprétée autrement, par la voie de cette algèbre. Al-Jabr en arabe aura voulu dire, selon mes connaissances, Jabir aura quelque chose à voir avec la violence, soit légitime, soit de l'autre, pourquoi pas, transgression, délinquance, Jabir, la force, pourquoi pas, n'est-ce pas, et non pas violence peut-être gratuite. La force, dans sa faiblesse, dans sa forteresse. Force. Faible force qui s'émancipe, c'est ça un peu l'histoire de l'individu. Disons, cet état de l'espace public souligné par Hegel,
négocier son désir comme privilège, disons. C'est la naissance de la liberté, libre arbitre. Négocier son désir dans le marché. Donc, Johandan Kaita, sous la main, étaler son désir comme s'il s'agissait de quelque chose sous la main et subordonné à des lois de ce public dont le sens manque et pourquoi pas besoin manque au sens de disette et recherche de satiété, bien sûr. D'où notre anthropologie bizarre, vérifier de deux côtés de la chose, qui nous fait conclure comme interprétation ce qui revient au même dans le mouvement de différenciation, dans cet étalage et échelon de désirs interchangeables, innommables, et donc moins fi. À la fois une absence de la philosophie et à la fois véritablement quelque chose qui substitue la philosophie, qui est essentielle au sens d'un rituel, une sourdine dont on n'entend plus rien, alors que à l'absence de quoi tout l'édifice s'écoule, tout devient figé, et comme le devenir ne peut pas être arrêté, on fait un petit décret, on dit il est interdit d'interpréter les interprétations, corpus des interprétations intouchables, l'archive. C'est ça un peu le sort qui a vu l'archive, au sens cette fois-ci, bien sûr, table de loi, soit nomadique, portable, sous la figure de bagage, disons conceptuel, bien sûr. Qu'il faut bien renvoyer aux archanges, soit arrêter sous une arche de Noé, qui a, selon Hegel, selon ce jeu de mots, qui a Noé, première fois à penser. Une pensée remémorante, ramassant une anamnésis, un deuil, une mélancolie, un rassemblement. On parle de l'arche des lois, sous cette forme de nef. Ajoutons nef de fou. D'où vient cette idée de nef de moi, l'une de mes œuvres de jeunesse littéraire. Aussi, dans quelles circonstances j'ai déclaré peut-être, il faut voir le film, s'il fait transcendantal, c'est moi. Ça ne nous avance pas beaucoup, mais dans la clarification de la question, ça nous avance un peu plus. C'est ça, un peu. C'est pourquoi il y a une métonomisation et c'est pourquoi nous sommes engagés dans un langage en tant qu'interprète. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui.
l'homme qui fut moi, l'homme qui est toujours moi, le péripatéticien, le marchand, marchand juif errant. Alors que je marche ce matin, il y a eu un tremblement de terre que je n'ai pas senti. J'ai pris la chose, la secousse. Autrement, j'ai interprété autrement et je n'ai pas interprété comme un tremblement de terre célèbre. Je n'ai même pas soupçonné. J'ai pris sur moi-même. Je me suis accusé de ne pas pouvoir remonter la pente correctement parce que j'étais au point où j'étais attiré par une certaine minaret coupée de Ibrahim. Ah, là, je dis, je regardais vers une autre rue, juste en montant la pente, une autre rue qui s'appelle Ibrahim à Nazi Ressi. Là, il y avait une jolie duplex en bois à louer, alors que j'en avais pas besoin, bien sûr. Et je rêvais le temps où il y avait une dans cette rue qui a reçu son nom de ce temple civique de Ibrahim à Hazir-Ressi. Eh bien, j'ai continué mon chemin, j'ai traversé une rue assez déserte en regardant les plantes à droite à gauche, en sentant la fraîcheur du printemps. Et j'ai vu tout de suite devant l'hôpital des gens qui sont plus nombreux qu'habitude, et j'ai traversé directement le pont extrêmement important du quartier, secoué par le vent. Eh bien, à l'autre bout du pont, j'ai vu les gens qui, dans la rue, étaient inquiétés, et j'ai tout de suite compris de quoi ils parlent, et j'ai leur demandé là, voilà, ils m'ont demandé, ils m'ont dit clairement qu'il y a eu extrêmement fort tremblement de terre. Alors que j'étais sur le chemin, non pas de Golgotha, mais de Montforêt, noir à moi, pour ce jour de fête, ou plutôt la commémoration de l'ouverture de notre Assemblée nationale, donc 28 avril 1920. Et je cherche bien sûr une certaine d'une part réminiscence de 28 avril 2020. Ça aussi, c'est sûr, parce que j'ai quand même des photos extraordinairement. J'ai donc voulu faire une répétition générale de 20 Zozo. L'année Zozo, commencement des années de pandémie, là où j'étais
dans la rue alors qu'il y avait une interdiction d'ambuler à l'excès. Finalement, je suis arrivé à mon forêt, disons, vierge, avec tous les fruitiers qui m'attirent, bien sûr, et les herbes, oui, les herbes des familles, des végétales qu'on connaît comme le petit pois. Donc on est familier dans cette famille de végétaux sur laquelle on peut quand même se reposer. Malgré les secousses qu'on attend, bien sûr. Alors l'homme passe, il ne sent pas la terre en marchant comme moi, il prend tout sur soi, alors qu'il y a des réalités, comme je disais dans mon film, dans le dernier film, il y a une constellation au-dessus de nous et il y a une conflagration d'ici-bas. Et là, on oublie cette conflagration qui a un rapport avec une constellation au-dessus de nous, en nous. Alors, j'ai pas peint aujourd'hui, j'ai pas pris des papiers, mais je collecte toujours les donations saisonnières. J'accueille le printemps, comme tout le monde en avait. Et j'ai pris quelques photos et sans la peinture. Et ça fait déjà pas mal de temps que je m'interdisais de prendre des photos de l'extérieur. Alors, ici, dans les carrés que j'ai pris, j'ai trouvé la justification, affirmation de ma voix, moi, my way, comme on dit en anglais, dans la peinture. Ce matin, très tôt, j'avais senti que ce que j'avais peint hier, c'était quand même une réponse complète, d'une part, à mes antécédents comme peintre, et à ma théorie, bien sûr, qu'on peut appeler aspectivisme révolu. Mais j'avais quand même envie d'appeler ce que je fais comme nouvel expressionnisme, néo-expressionnisme. Je cherche l'expressivité des visages et voilà, non pas des positionnements stratégiques, politiques, mais des états, finalement. Non pas d'âme seulement, mais il y a quand même une certaine caractériologie, une typologie, une diversité de typologies et caractériologies qui sont affectées par quelque chose et que je leur dessine et les dessine tels qu'elles sont affectées au moment où ils sont affectés. L'un par rapport à l'autre, c'est ça. Voilà, peut-être que je vais arrêter à peindre, mais c'est quand même devenu quelque chose d'impossible d'arrêter, mais il faut prendre des autres voies, et non pas pour renier ce que j'ai fait. Quand même, c'était
d'une part très disciplinaire, et assidu, et d'autre part pas toujours enchanté, mais chaque fois j'ai trouvé quelque chose à m'enchanter, et c'était à l'absence donc de des jours comme celui-ci, le 23 avril, là où j'ai coupé les branches mortes je dirais des pommiers, non pas des pommiers ni des poiriers, mais nous appelons aïva. Un peu, enfin les fleurs. Voilà, il y a une chanson que j'ai. Non pas. Oui, j'ai chanté pour une personne qui prenait les photos que l'arbre fruitier que j'étais en train de couper les branches mortes et j'ai chanté. Enfin, je lui ai demandé une petite question. Est-ce que vous connaissez le nom de cet arbre? Il m'a répondu que non. Et je lui ai dit qu'il s'agit de pommier. Non pas pommier ni poirier. Et il m'a rétorqué en disant comment vous comprenez, comment pouvait être en suivant. Je lui ai expliqué que derrière les feuilles, il y a une surface poilue. Non pas poilue bien sûr, mais c'est de l'autre, d'une étoffe, voilà, velvet, comme velvet underground. C'est ça. Il a dit, ah bon, oui, d'accord. Et j'ai photographié mon velvet underground après l'avoir purifié des branches impures qu'il a alourdies. Maintenant, je couche sur le gazon, j'examine la famille des petits pois, souvent sauvages, mais souvent comestibles et domesticables. Voici une journée. Nous aussi, nous revoilà dans la singularité d'une voix. En l'occurrence, la mienne, malheureusement, est dans un retrait momentané et ouverte à toute pression atmosphérique, donc qui fait la différence journalière. Voilà l'éphéméride un peu. Comment dirais-je? L'autre fois, je faisais l'allusion à la fois à la langue maternelle et que je reniais parce que statut ontologico-propriétaire. Une autre fois, je me rappelle que je déclarais que comme mode de manger local, parler local, manger local.
Je me demande où est l'ironie, où est l'ouverture vers une critique par le local, par une langue maternelle, bien que une langue qu'on interprète, c'est connu comme une langue paternelle du sens commun. Et un autre point, c'est quand je parle de déclinaison que j'ai tant fait effort de faire comprendre au sens déclinant, mais déclinaison finalement c'est un terme grammatical et qui a un sens assez étroit. Et je décline. Comment décliner dans une langue maternelle, c'est la parole. Alors, quel rapport avec l'écriture? C'est aussi cette déclinaison. Pas au sens étroit grammatical, ni de conjugaison correcte, une litanie de conjugaison qui contredit les règles avec leur bizarre, disons mauvaise interférence, rendait toujours des exceptions, n'est-ce pas? Je pense d'abord la langue française avec ses complications dans les conjugaisons de verbes. Une fois que je me rappelle, comme anecdote, Jean-François Lyotard, en faisant ses cours à Saint-Denis, Vincent, à un moment donné, il feignait de ne pas souvenir d'une conjugaison du verbe. Et faire que je fasse, comment devient faire face, etc. C'est pas le meilleur exemple, mais voilà les exemples et les mottos, les mots d'ordre, disait-il Gilles Deleuze et Guattari. D'où vient cette critique en déclarant toute langue, tout langage comme de mots d'ordre? Voilà la familiarité, langage familial, la familiarité d'un langage dans lequel justement on demeure. Et il faut ajouter cette question. Est-ce que la meilleure façon de séjourner, c'est la langue incontournablement séjour? Est-ce que ça résume un lieu, n'est-ce pas? Un rapport d'une culture à un lieu. C'est un peu le destin, mais rapport conflictuel, disons, d'une culture, entre guillemets, à un lieu précis, etc. C'est encore plus conflictuel et bizarre. D'où vient d'ailleurs l'exode et babélisation de la langue, disons,
pour entrer dans le vif du sujet que je ne suis pas certain que je vais y entrer, mais je pense d'abord Lévinas, qui critique, disons, sous le titre du saint au sacré, ou bien du sacré au saint, comment le lieu sanctifié et le saint est séparé, s'absolutisé dans son insularisation, dans son individu, qui n'a rien à voir avec l'individualisme, par exemple. C'est pour ça que je choisis plus souvent le terme latin individu. Donc, il y a d'une part cette pensée intéressante, anthropo-religieuse, qui touche à l'ontologie du Dasein, donc à l'analytique du Dasein, concernant le lieu. Rapport au lieu, séjour, demeurer, comment? Distance. Réponse facile, c'est extatique, bien sûr. Être là, ne pas être véritablement dans un positionnement, mais y être de manière extatique. C'est encore Heidegger. Donc, il y a un indépassable horizon de pensée qui nous a offert par Heidegger dans la suite, de qui un certain Lévinas, dans la ligne de la phénoménologie, a pris la parole. Et qu'est-ce qu'il a d'autre en ce qui concerne ma question? Est-ce que la meilleure façon de séjour, demeurer, c'est un lieu topographique, c'est encore autre chose géographique, la langue? Quelle langue? Et autre question immédiatement, et dans quelle langue vous vous sentez confortable, ou bien dans quelle langue vous réjouissez, s'il y en a une langue, par définition, n'a rien à voir avec la réjouissance, mais on peut avoir des moments bizarres que je vais interférer là encore le concept de chiasme comme rencontre, une bizarre traduction de Touquet. Bon rencontre. Il y a des bonnes heures, des bonheurs, moments de bonheur, là où il y a une langue qui coule, qui interfère dans votre parole. Là, vous êtes à la fois théoriquement dans la double articulation, mais vous déclinez quelque chose, vous en faites l'usage, ou bien une simple mention, citationnalité ou être spontané dans une langue, dans la parole, oui, je parle, pourquoi pas dans l'écriture d'un texte littéraire. Mais comment distinguer à ce moment-ci, précis, dans une phrase, est-ce qu'il s'agissait d'un usage correct ou simplement
manque de citationnalité et où est la jouissance? C'est ça ma question. Où est la jouissance où est cette notion de sans jouer, vous voyez, de manière ludique ou presque ludique, citationnalité dans une parole, disons, non pas domestique, mais amicale, amicale, qu'il faut ajouter que sans façon. Sans façon, sans règle préétablie, sans protocole, sans un sujet précis. C'est ça. Le lieu de notre demeure, notre séjour, notre plaisir, au sens même spinoziste, moi j'utilise la joie. Dans ce monde indécidable, donc, dont on n'est pas tout à fait perplexe, mais on en participe. Momentanément, tout se passe dans un éclair du temps, et dans un clin d'œil, dans un espace très situationné, quand même situationné, comme dans une dramaturgie, mais sans scénario, ce que nous appelons spontanéité de la parole, amicale, sans façon, sans avoir un but précis. Mais peut-on être sûr? Qu'est-ce qui se passe là, dans cet investissement de la parole, dans l'élément de l'amitié, qu'est-ce qu'il y a un investissement? Qu'est-ce qu'il y a comme au sens de empathie, disons, pour simplifier à une fiche longue, une certaine identification momentanée dans l'élément de la parole et l'autre, ne serait-ce que quand vous parlez d'un mets, d'un plaisir, d'un goût, d'un gastronomique, disons, peu connu mais partagé immédiatement à partir de mots, donc pourquoi pas pendant le repas aussi. Donc tout en absorbant la chose, mais dans l'absence de la chose, donc du mais. Et voilà le langage enfantin qui a intimement quand même lié à un langage maternel et à toute cette affectivité maternelle, pourquoi pas paternelle aussi, donc familiale, disons, familière, cette affectivité familière qui nous fait aujourd'hui comme pour retoquer l'autre, miam, 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 quelque chose comme ça qui est presque compréhensible dans toute langue, que j'appellerais au sens d'un petit, et au sens spinoziste du terme la petite, telle analysée instantanément qui traverse. Et sans ta parole, répétons-le, sans façon, donc sans une finalité autre que cette temporalité, donc la mortalité partagée, finitude partagée, c'est-à-dire s'il y avait un passé auquel on fait un renvoi et l'autre comprend ce passé, c'est encore une langue familiale. Vous voyez, ce qu'on appelle un roman, c'est
c'est la capacité de réussir et de créer cette atmosphère de manière artificielle, bien sûr, d'une certaine familiarité, tout en gardant irrémédiable distance historique, temporelle, spatiale, géographique, etc. Ce que je viens de dire fait partie d'une certaine conception de la géophilosophie. J'ajoute que, en français, bien sûr, le mot motto est italien, mais on utilise bien bon mot. Le mot juste en français, bon mot. Comment une critique opérale de bon mot par Gilles Guattari dans le capitalisme et schizophrénie, avec ce passage de critique très généralisé que toute parole est une méthode en général, donc tout usage familial de la langue, pourquoi obéir à ces règles de dominance, alors que dans la tradition française classique c'était bonnement, motto, ce que nous appelions bergesta, une bonne citation d'un vers, voilà, citation militaire. Haute culture, un échange sans façon, et réfléchir se faisait de cette façon. Et comment, dans les années donc 60-64, dans ce contexte, tout de suite, conjoncture est devenue une critique de mot d'ordre. Alors, là où il n'y a, à mon avis, à petit ni plaisir, voilà. Comment décliner? Mais il faut donner des exemples. Moi, j'ai donné l'exemple d'un petit gastronomique, qui est très important. Manger, je répète, j'en mangeais peu, mais mangeais bien, local ou pas. Mais cette entre guillemets, idéologie de manger local et non pas encore parler local, qui est l'issue d'une grande médiation, d'une globalisation et de tout un système d'écologie, de discours et de pratiques critiques qui nous fait dire que manger local, alors que nous mangeons, même si nous mangeons et nous produisons local, c'est avec une grande médiation pensive, réfléchie, écologique, de pensée, disons, générale. C'est parce que nous pensons trop général, au sens de perspicacité de l'esprit, en ce qui concerne à manger et à consommer, que nous disons manger local, et parfois de cette façon, sans façon, parler local. Même, moi j'utilise pas l'anglais, mais même à l'intérieur de cette langue, dit-on, universelle, l'anglais, comment ça se passe, il faut demander auprès
indien, parce qu'il y a anglais indien, par exemple, etc. Vous voyez, c'est bizarre. Pas la locale, pas la sanskrit, mais à la manière de l'anglais, parler en Inde ou ailleurs, anglais, mais à la manière d'un indien, hindou. Du Mans ou indûment. C'était ça mon esprit, en tout cas. Pour en dire clair dans l'impétité d'un savoir-faire, j'arrache les branches mortes des petites fruitières que je n'ai même pas ensemé la semence, alors que je suis de près leur agrandissement depuis des années. Et je l'offre tant que je peux faire avec les mêmes sanglés pour les protéger des herbes qui s'apattissent. Alors c'est silence que tant attendu, je n'ai pas trouvé ce silence que j'ai attendu, que je n'ai pas trouvé, que j'ai trouvé maintenant à la coucher du soleil, au vol de mes corbeaux bleus. Voilà, un jour fatigant de plus d'un fermier qui n'a pas de ferme, qui n'a pas de fermeture ni ouverture à la merci des intempéries des cloîtres, des enclaves, plutôt qui a des microclimats qui permettent à des végétations improbables. Alors que j'étais venu justement sans chien de chasse, chercher dans l'ombre des truffes, bien sûr, comme chacun sait, sagacité l'oblige à truffes introuvables, alors que je n'ai que coupé des branches mortes pour redonner la vie au printemps. Voilà. Mon bien à moi ne se résume qu'à quelques petites branches et ces dattiers qui me regardent, que je le purifié de l'odeur. Alors que je n'ai pas réussi, grande tâche de faire tomber le grand tronc d'arbre accroché sous les jeunes et robustes arbres. J'ai bien transpiré. Tant mieux. Tant qu'à faire.